c'est le professor Tiafsi Abgavon, é o professor Tiafsi Abgavon da Universidade Alassane Ouattara, não, sim, de Abidjan, e também da Universidade de Alassane Ouattara de Bouaké, na Costa do Marfim. Depois teremos uma roda de questões, tá? Agradeço pela sua atenção. Bonjour, bon dia. Je pense que c'est le mot que je maîtrise pour le mieux pour le moment. Alors, ça fait plaisir de venir parler d'intelligence artificielle à Brasilia, pour moi qui suis ivoirien, africain et enseignant-chercheur à l'université de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Je dis merci au professeur Philippe Lacou qui nous a sollicités et nous avons répondu avec promptitude à cette sollicitation pour venir parler de la science. Et le colloque, c'est bien pour parler de l'intelligence artificielle dans une perspective philosophique et qui réunit chercheurs de tout horizon, aussi bien brésiliens qu'africains. Ma communication sera intitulée pour une IA, donc intelligence artificielle, de confiance, de la dépendance à la production locale des systèmes intelligents. Je ne vais pas revenir sur les définitions qu'on a de l'intelligence artificielle, mais je vais donner juste des prémices pour qu'on puisse bien se comprendre. Alors, il faut noter très sommairement que l'intelligence artificielle, c'est simplement le fait de vouloir que des machines puissent simuler les capacités cognitives de l'être humain, donc du cerveau humain. Mais cela se fait donc à partir de la programmation. Et les programmations informatiques sont telles que il y a un aspect logique et donc plusieurs logiques qui entrent en ligne de compte. Et pour pouvoir faire des applications d'intelligence artificielle, il faut des données. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas récent comme on pense. C'est depuis les années 1975, 1980. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'intelligence artificielle, mais l'explosion de ce qu'on connaît aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est le maximum de données qu'on a commencé à générer, je vais dire, ces dernières décennies qui ont alimenté le maximum de création d'applications d'intelligence artificielle. Alors, pour commencer mon propos, pour entrer dans le vif de ce que je vais dire et démontrer, je vais donner une citation de Luc Julia, qui a participé au programme Siri, sinon qui est l'un des fondateurs du programme Siri d'Apple. Et qu'est-ce que Luc Julia dit dans son ouvrage « L'intelligence artificielle n'existe pas »
parce que pour lui, il faut plutôt parler d'intelligence augmentée. Il dit qu'un programme d'IA sophistiqué peut prendre une décision après avoir analysé des données, mais son choix sera fonction de la base de données sur laquelle nous aurons choisi de fonder le système. Alors, sur cette base de ce qu'affirme Luc Julia, je me suis interrogé et je me dis, comment donc avoir confiance en un système dont nous ne sommes pas les concepteurs et qui dépend de la base de données choisie? C'est la question philosophique qui me conduit à décliner un objectif général qui est de comprendre la nécessité d'une IA de confiance contextuelle. Alors, 3 objectifs spécifiques découlent de mon objectif général, à savoir analyser la nécessité des masses de données sans biais pour l'IA. Deuxième objectif spécifique, décrire l'implication du contexte et la réalité du programmeur dans la production d'une IA. Et le troisième objectif spécifique, c'est de déterminer la nécessité de production d'une IA de confiance, en général selon les contextes et en particulier en Afrique subsaharienne, qui est la contrée dont je viens, ou d'où je viens. Alors, en ce qui concerne la nécessité des masses de données sans biais, il faut noter que ce qu'on appelle les big data ou les masses de données, big data, masse de données, c'est-à-dire les données massives, sont le carburant de l'intelligence artificielle. Alors, pour ceux qui font un peu de programmation, parce que c'est les jours précédents, on en a parlé. Hier, Alfredo en a parlé et Rodrigo en a parlé. Pour pouvoir reconnaître, par exemple, un chat, une intelligence artificielle a besoin d'au moins 1 million, voire plus, d'images de chats. Alors, en termes de reconnaissance faciale, parfois nous sommes subjugués par le fait qu'un appareil nous reconnaît, mais en réalité, il y a un entraînement avec des millions de paramètres, voire des trillions de paramètres, pour pouvoir exécuter certaines tâches qui nous paraissent assez simples. Alors, nous ne voyons que la façade, mais nous ne percevons pas tous les rouages qui sont mis en œuvre pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir exploiter une intelligence artificielle. Alors, la question qui se pose ici, c'est donc la qualité des données qu'on offre à l'intelligence artificielle. Je vais prendre donc un exemple. Si parmi mes milliards ou mes millions de photos de chats que je donne à mon application pour apprendre à reconnaître un chat, il y a peut-être des images de chiens. Lorsque mon programme construit à partir de ce jeu de données sera en marche,
il pourra prendre un chien pour un chat. Alors, une petite comparaison, c'est que un homme n'a pas besoin de millions d'images de chats pour reconnaître un chat. Il suffit de voir un chat, qu'on lui dit que c'est un chat, que ce chat soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit roux, c'est un chat. Une intelligence artificielle ne reconnaîtra pas un chat noir si on ne lui fournit pas de données de chat noir. Ne reconnaîtra pas un chat roux si on ne lui fournit pas des données de chat roux. Et donc, pour un chat, il faut donc autant d'images de chat, autant de paramètres pour qu'elle puisse reconnaître un chat. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qui nécessite donc une sélection de bonnes données pour pouvoir construire l'algorithme ou les algorithmes d'IA de cette reconnaissance. Alors, si tel est le cas, il faut donc penser à une sorte de déterminisme. Alors, non pas déterminisme au sens laplacien. Il y a un débat sur Laplace que je ne veux pas engager maintenant, parce que l'approche de Laplace est plus une ouverture sur les probabilités que sur un déterminisme strict. Mais ici, par déterminisme contextuel, j'aimerais donc parler ou m'inscrire dans une perspective de Claude Bernard, selon laquelle ce sont les conditions d'existence d'un phénomène qu'on appelle déterminisme de ce phénomène. Dans ce cas d'espèce, il faudrait donc penser le déterminisme contextuel comme un ensemble de conditions contextuelles et algorithmiques qui rentrent en ligne de compte dans la production d'une intelligence artificielle. Alors, la présentation n'est pas affichée, mais j'avais fait un schéma. Malheureusement, ce n'est pas présenté, mais je vais décrire le schéma. Alors, dans la production d'une intelligence artificielle, il y a les réalités sociales du programmeur, il y a l'état d'esprit du programmeur, et cela va nous conduire à une collecte et une exploitation de données massives qui vont nous permettre à leur tour un entraînement des algorithmes que nous aurons construits ou élaborés. Et enfin, nous aurons donc la production de l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout un processus. Alors, ces 2 jours, quand on parlait, vous voyez par exemple Facebook, Amazon, Google. Il y a une politique subjective de ces programmeurs de vouloir répondre de manière objective à un ensemble de sollicitations. Et c'est un aspect très subtil qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Pour la petite histoire de Facebook, lorsque Zuckerberg et ses amis, et ses 3 amis, décident de créer Facebook, en réalité, ce n'est pas pour l'usage que nous connaissons. C'est parce qu'il y avait un dessein, un objectif mesquin. C'est-à-dire prendre des photos des personnes à leur insu et exposer cela sur la place publique dans le but de faire soit du chantage ou de se moquer de ces individus. Donc, ils ne percevaient pas ce qu'ils étaient en train de créer. C'est la raison pour laquelle certains auteurs pensent que
parfois l'intelligence artificielle n'a pas de but réellement. Parce que les choses se modifient parfois en fonction des usages qu'on peut faire. Il n'y a pas forcément un dessin préétabli. Et c'est à partir de cela qu'ils ont commencé à développer et Facebook est devenu ce que Facebook est devenu aujourd'hui. À preuve, quand ils concevaient Facebook, ils étaient allés présenter le projet à Yahoo. Et Yahoo a refusé parce que c'était pas un projet qui avait du poids. Bien, aujourd'hui, Yahoo regrette peut-être parce que Facebook aurait pu appartenir à Yahoo, parce que Yahoo Messenger n'a pas de poids que le poids de Facebook aujourd'hui. Alors, vu tout cette réalité, que faut-il faire? Nous produisons tous des données. Et parfois, ces données ne nous appartiennent plus. Et même quand ces données ne nous appartiennent plus, elles-mêmes n'appartiennent plus aussi absolument à nos États. Parce que nos États seront soumis au diktat de ceux qui ont conçu ces applications, je dirais, qui consomment à outrance les données qu'on leur fournit. Et donc, dans ma réflexion philosophique, je me dis qu'il faut aller vers une production avec les réalités locales de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas chose facile, surtout que nous savons les projets capitalistes de la Silicon Valley. Alors, est-ce à dire qu'il faut s'arrêter de réfléchir? Est-ce à dire qu'il faut s'arrêter de raisonner pour penser à une production locale de nos données ou à une administration locale de nos données? Et je dis non. Il faut donc prendre conscience que nos données fournies doivent nous servir dans un premier temps dans un contexte local. Un exemple, au Brésil, ici, on fournit assez de données parce que lorsque vous vous connectez via Facebook, Google, même les applications d'achat en ligne, ce sont vos données que vous donnez. Alors, est-ce qu'il y a une régulation locale, une politique locale d'utilisation de ces données par l'État, non pas par ceux qui produisent, parce qu'il y a une sorte d'autopuissance de ceux qui produisent à administrer leurs données et une forme de négociation entre les États et ceux qui utilisent ou qui programment ces applications. Il faut donc à un certain moment que les États prennent leurs responsabilités pour que ces données recueillies soient le carburant d'une conception d'application locale et avec des données qui seront administrées cette fois-ci aussi bien par les États que par ceux qui programment. Parce qu'il ne faudrait pas laisser toutes ces données aux mains de ceux qui conçoivent ces programmes dits intelligents. Et c'est là où je veux en venir, parce que c'est un signal, c'est une alerte. Le philosophe, il a là de se poser les questions et chaque réponse à une question est encore une nouvelle question. Et donc, on va de questionnement en questionnement pour soulever ou identifier des problèmes potentiels ou des problèmes qui sont en cours dont on ne perçoit pas parfois l'essence. Alors, dans le contexte africain, il faudrait qu'une IA de confiance soit construite avec eux, pour eux, et en administrant leurs données par eux-mêmes. Certes, c'est un défi, mais tout défi est appelé à être relevé. Et il faudrait donc le relever. Que dire
presque au terme de mon propos, parce que je suis arrivé, il faut bien que je chute. Il faut retenir que l'intelligence artificielle est un gros consommateur et organisateur de données. Mais il ne déroge pas aux règles de la contextualisation. Alors, vu que les réalités contextuelles sont mieux perçues par les membres d'une société donnée, et moi dans mon contexte par les Africains eux-mêmes, il est nécessaire donc de produire une IA de confiance à partir des réalités locales, à partir des contextes, en vue d'administrer aussi ces données de manière locale et non par un groupe capitaliste qui, si on y prend garde, deviendront les détenteurs de toutes nos données et pourront en faire ce qu'ils veulent. Je vous remercie. Obrigado. Merci beaucoup, professeur. Muito obrigado, prezado colega. Yeah. Muito obrigado por ter falado devagar também para o tradutor. A gente vai acolher o palestrante que era previsto agora. É o Christian que vai falar agora. Christian Yao. Ele é também da Costa do Marfim, a Universidade Alassane Ouattara de Bouaké. Ele é professor, digamos, não tem equivalente de maître de conférence. Ele escreveu sobre filosofia das ciências biomédicas, saberes locais africanos, e também é editor e escritor de textos literários na Costa do Marfim. Sobre la pérennisation de la parole chez les peuples Akan à l'aune de l'intelligence artificielle. Eu vou tentar uma tradução. A perenização da fala nos povos Akan via ou na época da inteligência artificial. Bien, bonjour. Je voudrais commencer mon propos par des mots de remerciement et de reconnaissance à l'endroit du professeur Lacour qui nous a fait l'amitié de nous inviter à cette rencontre de communion scientifique aussi importante. Malgré les péripéties de la démarche administrative, nous avons pu être là après 3 longs jours de voyage. Mais pour la science, nous sommes disposés à faire tout le sacrifice qu'il faut. Alors, mon sujet s'intitule « La pérennisation de la parole chez les peuples Akan à l'aune de l'intelligence artificielle ». Alors, je voudrais commencer par définir certains mots qui semblent nouveaux dans ce sujet. Et ce mot, je crois bien que c'est Akan. Alors, Akan, c'est un peuple. Le peuple Akan, c'est un grand ensemble culturel et linguistique d'Afrique de l'Ouest, principalement établi en Côte d'Ivoire, au Ghana et un peu au Togo.
Il est composé de plusieurs groupes culturels autonomes, dont les Baoulés, qui constituent le plus grand ensemble. Moi-même qui vous parle, je suis Baoulé. Et la tenue que je porte est issue de notre immense patrimoine culturel. Et généralement, dans nos traditions, on porte cette tenue lorsqu'on a la capacité de donner une valeur performative à la parole. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet, la pérennisation de la parole chez les peuples akans à l'aune de l'intelligence artificielle? Voyez-vous, l'Afrique a perdu le scripturaire au profit de l'oralité. Et c'est dans cette oralité qu'on a construit notre identité. Et particulièrement chez les peuples akans, la parole n'est pas qu'un simple moyen de communication. La parole chez nous, les akans, c'est un vecteur de vérité, de justice, de pouvoir, de transmission des valeurs. Or, ce qu'on constate, c'est que la rencontre de l'Afrique et ses peuples avec la colonisation a presque dépouillé plusieurs de ces peuples de leur contenu culturel qui rythme les vécus quotidiens. Et chez nous, par exemple, les akans, la parole, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas qu'un moyen de communication. Et de plus en plus, on se rend compte que cette parole qui rythme la vie sociale, politique, économique, culturelle de ce peuple aussi important de l'Afrique de l'Ouest est en train de se vider de son contenu, je dirais, métaphysique. Il faut donc redimensionner ou encore redonner de l'allant à cette parole qui tend à se perdre dans cette modernité dominée par la technologie. Alors, j'ai jugé bon de profiter de cette modernité rythmée par la technologie qui tend à dévoyer cette parole pour en faire un levier important pour redynamiser cette parole qui est en perte de vitesse. Alors, pourquoi la parole est si importante chez nous? C'est vrai, tout le monde parle. On ne peut pas s'arroger le droit de vouloir posséder tout seul la parole parce que c'est la chose, pour paraphraser Descartes, la chose du monde la mieux partagée parce que tout le monde parle. Mais chez nous, les akans, avec cette profonde tradition de l'oralité, la parole est une force vitale, sacrée. Elle est perçue comme porteuse d'énergie. Chez nous, parler, c'est faire advenir, c'est créer. C'est pourquoi chez nous, celui qui parle, on l'appelle Ojofwe. Pas l'enfant qui exprime son besoin de se nourrir en disant à sa mère, maman, j'ai faim. Non, on n'appelle pas cet enfant Ojofwe, c'est-à-dire celui qui parle. Non. Celui qui parle a cette capacité de donner une puissance performative à la parole. Il y a un proverbe de chez nous, du peuple baoulé, qui dit « La parole, c'est comme l'eau versée
on ne la ramasse plus. Comme pour dire que la parole est si importante que lorsque on se trouve dans des assemblées sous l'arbre à parables ou encore dans des assemblées politiques, tout le monde ne prend pas la parole. C'est pourquoi, chez nous, il y a celui qu'on appelle le porteur de la parole. Et le porteur de la parole, c'est celui-là qu'on appelle Ojofoué. Le Ojofoué, c'est celui qui porte la voix du roi. Parce que chez nous, le roi ne s'exprime pas aussi facilement en public. Il lui faut un Ojofoué, un porteur de la parole qui a cette science qui lui permet, à partir de la parole, de dégager une énergie, de créer la cohésion, de faire advenir le beau à partir du laid, de faire advenir la cohésion à partir des conflits. Et je voudrais vous dire quelque chose, le mot même Akan, dans sa composition originelle, dans son étymologie, on dira Kanyi. Kanyi qui veut dire bonne organisation. Et cette bonne organisation tire son énergie de la parole. Et donc, par ricochet, le nom de ce groupe Akan signifie en réalité parole. La bonne parole. Alors, comme je l'ai dit, celui qui parle a le don de manier le verbe avec prudence et dextérité. Car la parole peut à la fois guérir et détruire. La parole est un instrument de pouvoir et de médiation. Quand le peuple baoulé perd cette parole, ce peuple perd par ricochet son âme. Parce que la parole rythme toutes les activités socio-culturelles et politiques de ce peuple-là. Et ces paroles sont parfois représentées à travers des contes, des mythes, des proverbes qui permettent de polir les comportements, les agissements et de mesurer les actes que nous posons. C'est justement pourquoi je dirais que l'un des sages, le sage de Bandiagara, Amadou Ampateba, qui dit que un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui est consumée. C'est tellement important, cette phrase, parce que la bibliothèque africaine se trouve sous la langue des porteurs de la parole. C'est pourquoi Ampateba lui-même était un très bon Ojofoué, un très bon parolier. Alors tout ça, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, est en perte de vitesse. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants ont rencontré la modernité avec tellement d'enthousiasme qu'ils ne vont presque pas au village. Or, c'est au village que se trouve la parole et non en ville. Et donc, c'est ce travail que j'essaie de faire pour amener cette jeunesse qui est en train de perdre cet élément important. Je vous assure que moi-même, ma propre fille, malgré tout l'effort que je fais, n'arrive pas à enchaîner 2 ou 3 phrases en baoulé, ma langue maternelle. Ça me désole beaucoup
Parce que chez moi, je suis considéré un peu comme un notable. Je fais partie de cette toute petite confrérie autour du chef qui réfléchit aux moyens de la parole sur la vie de la société, sur la vie communautaire. Et c'est tellement important qu'il ne faut pas laisser ses enfants se perdre. Alors, ce qui est évident, c'est que, comme le professeur Boao l'a dit avant-hier, être, c'est être numérisé. Aujourd'hui, nos enfants en Afrique, ce sont des enfants tech, je dirais, chacun avec des smartphones et autres. Alors, il faut trouver des moyens, si ces enfants ne peuvent plus aller au village pour aller apprendre la science de la parole, il faut, à partir de ce qu'ils ont comme intelligence artificielle dans leur main, faire transférer cette parole du village vers eux. Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire avec une belle petite équipe. Et l'objectif, c'est de partir de ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle pour redonner vie à la parole afin de redynamiser ces cultures qui sont véritablement en perte de vitesse. J'ai repéré 3 éléments qu'on peut tirer de l'intelligence artificielle pour nous aider à redonner vie à la parole. Alors, l'intelligence artificielle, de mon point de vue, ce travail est encore préparatoire et n'est pas encore définitif. Ce sont juste des pistes de réflexion qu'on a émises. Alors, cette intelligence artificielle-là peut nous aider à transcrire et traduire ces contes didactiques et pédagogiques qui nous ont permis, nous, depuis l'enfance au village, d'avoir les premières bases de notre connaissance avant d'aller à la rencontre de la connaissance occidentale, qui aujourd'hui nous aide énormément. Il y a les proverbes, les discours rituels. L'IA peut nous aider à traiter automatiquement le langage, reconnaître les tonalités, les proverbes récurrents et classer les récits selon les thèmes tels que la sagesse, la justice, la bravoure. Ce sont des corpus qu'on pourrait éventuellement archiver et qui seront consultables et transmissibles de génération en génération. Il y a un grand conteur chez moi, au village, qui malheureusement n'est plus, qu'on appelait Kwadjokan. Il avait l'art de vous dire des contes en y intégrant des paroles à la fois proverbiales et rituelles pour vous permettre de comprendre, de saisir la quintessence et des leçons à tirer et de la parole à sauvegarder comme quelque chose de très précieux. Et ça, nous autres en avons bénéficié. Mais ce monsieur, quand il décède en 2014, il part avec toute cette connaissance, tout ce savoir. Et très vite, on l'a ressenti parce que toutes les fois qu'il y avait l'arbre à palabres, quand tout était tendu, il avait cette capacité intelligente, intelligible, de saisir le problème à partir des proverbes, des contes, et cela lui permettait de chuter par des consensus
qui permettait à la société de continuer sa marche et éviter des conflits. Mais malheureusement, on a perdu ce monsieur. C'est justement pourquoi Ampateba a dit que le vieillard, sa bibliothèque se consume quand il meurt. Alors, je pense que s'il y a cette possibilité à partir de l'intelligence artificielle de stocker ces données culturelles traditionnelles importantes, cela nous permettrait, nous, peuple d'Afrique, dont la connaissance est essentiellement fondée sur l'oralité, sauvegarder ces ressources culturelles-là afin de les pérenniser en sorte qu'on ne puisse pas perdre. Certes, l'IA ne pourra pas le faire comme Kouadio le faisait, mais elle pourra, à partir de l'un de ces démembrements qu'on appelle l'IA générative, nous permettre de conserver l'essentiel et à partir de cela, retravailler et redonner une force, une vie à cette parole qui de plus en plus se perd dans nos sociétés. Je voudrais chuter mon propos sur ces quelques points énumérés. Comme je l'ai dit, c'est un travail qui est en train d'être mené. Ce sont des pistes de réflexion que nous avons jetées avec notre petite équipe. À l'avenir, on pourra éventuellement apporter des éléments techniques parce que pour réussir ça, il nous faut des techniciens. Et nous, on n'analyse que l'aspect théorique, on donne des pistes et à partir de cela, je pense qu'on pourra saisir quelque chose de plus important pour pouvoir pérenniser cette parole du peuple Akan fondée sur la tradition orale et par-delà même de toute l'Afrique. Je vous remercie. Muito obrigado, professor. Estou vendo aqui uma convergência, por coincidência, não, um pouco, mas não irrelevante, entre as três palestras que são em torno das dimensões vivas ou da complexidade da linguagem humana em oposição à redução do que faz dela a inteligência artificial. Temos aspectos performativos, aspectos de contextos. A gente poderia adicionar que a noção de tratamento de dados, não? Raramente é questionada, mas eu nunca encontrei dados no mundo. Isso não é um dado, é um celular, isso é outra coisa. Uma fala não é um conjunto de dados. Então, acho que essas observações sobre a riqueza da linguagem humana faz totalmente sentido. Gostaria de abrir agora a sessão para as questões do palco. Boa tarde. Aliás, bom dia. Queria começar parabenizando os dois. Si vous permettez, je vais poser la question directement en français. Ah oui. Tout d'abord, les bienvenus pour les invités africains qui sont parmi nous. Je voudrais d'abord poser une question au professeur Tiavzi Abaganou, c'est ça? Vous avez parlé beaucoup de l'importance de protéger les données, l'importance de l'État, de travailler aussi pour contrôler, disons, les plateformes digitales, le développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Et la question que je voudrais vous poser, c'est si c'est important, bien sûr, cette action de l'État dans le sens de protéger les données de la population africaine, qu'est-ce que vous pensez de la possibilité de l'Afrique développer des applications, des logiciels locaux? Je lis récemment un rapport
qui parle de l'investissement de l'Amérique latine dans le développement des technologies de l'intelligence artificielle. Et je vis qu'aujourd'hui, l'Amérique latine représente plus de 9% de la population mondiale, mais au niveau de l'investissement dans l'intelligence artificielle, cela ne représente qu'un peu plus de 1%, 1,12% de l'investissement global dans l'intelligence artificielle. Je sais qu'aujourd'hui, l'Afrique représente plus de 15% de la population mondiale, mais je ne crois pas que les investissements dans l'intelligence artificielle par les Africains en général représentent plus de 1%, par exemple. Et je vous demande cela, c'est important aussi de participer au développement, pas juste d'essayer de contrôler à partir de l'action de l'État ces implémentations dans l'Afrique. Bon, pour le professeur Christian Yao, merci, je trouvais vraiment très intéressant cette expérience du peuple, des peuples à Caen, de la parole. C'est vraiment quelque chose, je me rappelle maintenant, en vous écoutant, je me suis rappelé de Thomas Hobbes quand il parle du langage, de la parole, comme l'origine de la discorde. C'est tout à fait le contraire, disons. C'est ce qui permet exactement aux êtres humains de se tromper et aussi de créer une sorte de organisation sociale artificielle qui est à l'origine de tout le problème, etc. Qui c'est pas quelque chose de naturel, disons. En vous écoutant, je vis que c'est tout à fait le contraire, mais je voudrais vous poser une question parce que si j'ai bien compris, vous avez accentué l'importance de la pérennisation de cette expérience-là, de la parole des peuples akans. Et je vous demande si, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut tenir en compte l'importance de l'usage de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça change au niveau de cette expérience-là de la parole. Mais je vous demande aussi si, à côté de de se soucier avec la pérennisation de cette expérience, si c'est aussi quelque chose qui est acceptable ou importante de créer des expériences nouvelles ou en gardant, disons, quelque chose qui est important, mais aussi en créant pour les nouvelles générations des nouveaux usages du langage, de la parole, etc. Si c'est aussi quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Merci beaucoup. Merci. La question est vraiment très intéressante. Elle m'amène à se réfléchir et je vais la prendre à bras le corps. Parce que, en ce qui concerne la possibilité de développer des applications locales pour les Africains, par les Africains, certes, sur le continent africain, on constate qu'il y a beaucoup d'applications qui servent aux Africains, qui commencent à être développées à partir des réalités africaines, mais qui ne sont pas propres aux Africains. Et selon la perspective de développement, et avec les agences de recherche pour le développement ou les agences de la francophonie, par exemple, le développement comme l'AFD, et au niveau international, pour les pays en voie de développement, il est demandé de financer la recherche à hauteur de 1% du PIB. Alors, la difficulté, c'est qu'on se retrouve, malgré cette recommandation, à des taux un peu plus bas des 1%. Il faut donc toujours lancer le cri d'alerte
attirer l'attention de nos autorités et donc des États en vue de faire plus d'efforts. Et c'est ce signal d'alerte que nous lançons parce que si nos autorités ne font pas plus d'efforts et que les applications sont développées, certes, de plus en plus à partir des réalités locales, mais que ces données ne nous appartiennent pas, finalement, on pourra tomber dans une sorte de dépendance parce que lorsque vous produisez des données que vous donnez, vous remettez ces données à quelqu'un qui les administre pour vous, cette personne peut utiliser ces données comme elle le voudrait. Et si nos États ne prennent pas la pleine mesure de cette réalité, même si on développe le maximum d'applications à partir de nos réalités, ce serait toujours donner la main à l'autre de pouvoir nous diriger à sa guise. C'est un défi, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, mais il faudrait qu'on en parle pour saisir la quintessence de cette réalité afin qu'on puisse développer cette fois-ci ou protéger nos données. Ça n'empêche pas de participer au développement, mais participer au développement demande aussi qu'on puisse avoir une administration locale de nos données. Je vous remercie. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Obrigado. Professeur Christian. Merci pour votre question. Vous avez dit que j'ai beaucoup insisté sur la question de la pérennisation sans pour autant trop parler des perspectives nouvelles qu'on pourrait avoir à partir de cette langue que je souhaite tant, ou du moins de cette parole que je souhaite tant qu'on préserve. Alors, si je n'ai pas vraiment abordé la question, c'est parce que je conçois les différentes langues du peuple akan, particulièrement le baoulé, que je maîtrise mieux, au même titre que les autres langues. Ce sont des langues vivantes, qui vivent, qui s'actualisent avec le temps. Il y a des paroles que mes aïeux, mes arrière-parents utilisaient, qui aujourd'hui sont presque rangées au musée, ou encore qui ont fait les mues pour donner une autre. C'est un peu, comme le disait mon maître, des concepts mutants. Voilà, des concepts mutants. Et chez nous, vous allez voir que le même mot qui signifie telle chose aujourd'hui, 50 ans, 100 ans plus tard, ça va vouloir signifier autre chose. Voilà, c'est une forme de dynamisme interne qui s'actualise avec les réalités, je dirais peut-être sociologiques ou anthropologiques, parce que quand je vois par exemple les structures des habitations de nos arrière-parents, parce que j'ai quelques archives, c'est différent aujourd'hui de nos différentes habitations, bien que ça soit le même peuple. Donc autant tous ces aspects-là évoluent, la langue aussi évolue avec. Aujourd'hui, on utilise avant dans les traditions très très anciennes, l'un de nos derniers patriarches qui est encore à vie nous faisait savoir que le conte avait une fonction exclusivement de règlement des conflits. Et généralement chez nous, quand on doit sortir un conte, c'est qu'il y a un conflit, on trouve des acteurs de ce conte-là comme des protagonistes, on les confronte, on les affronte et à la suite, on trouve des solutions et on l'adapte aux problèmes du moment. Mais aujourd'hui, le conte est devenu un élément pédagogique. On ne le sort plus juste pour régler des conflits, mais pour faire apprendre
et les grands et les enfants. Donc, ce dynamisme-là est aussi important. Comme je l'ai dit, ce sont des pistes qu'on a actuellement, qu'on est en train de balayer. On va tenir compte de tous ces éléments aussi et puis pour tenter de l'actualiser en sorte que l'IA, autant pour moi, ne soit, je dirais, pour nous, ce que l'eau est aux nageurs, hein, je le pense. Voilà. Merci. Bon, bonjour à tous. Et je tiens vraiment à vous féliciter, professeur, pour vos interventions qui sont vraiment très enrichissantes. L'ironie du sort, c'est que je suis aussi professeur en sciences politiques en Haïti, maintenant diplomate ici au Brésil, mais je n'ai jamais vraiment eu une connaissance plus ou moins approfondie dans le domaine de l'IA. Et vraiment, jusqu'à présent, j'étais vraiment fasciné par les présentations, professeur Bois, professeur Célestot, vous-même. Bien entendu, sans porter préjudice aux intervenants brésiliens qui ont aussi fait un excellent travail. Donc, ceci dit, j'ai deux questions, bien entendu. La première s'adresse au professeur Chialzi. Si on reconnaît les limites de l'IA, aussi bien que l'être humain, à ses limites, donc pourquoi l'être humain persiste à, bien entendu, après avoir fabriqué et développé l'IA, est-ce que l'être humain n'est pas encore en conflit contre soi-même? Parce que c'est nous qui avons inventé cet instrument artificiel. C'est nous qui le gérons à travers les données. Mais est-ce que, en un certain sens, on n'est pas en conflit avec nous-mêmes en inventant cet objet en un certain sens, pour nous mettre en conflit avec nous-mêmes? Ça, c'est ma question au professeur Chialzi. Ma question pour le professeur Christian, vraiment votre présentation, je me retrouve là-dedans en ce sens que il y a des expressions que vous avez utilisées et je me revois vraiment là-dedans, à savoir la parole est un vecteur de vérité, de pouvoir. La parole est une porte virale, sacrée. La parole est comme de l'eau versée, quelque chose qu'on ne peut pas ramasser. Et on a ces mêmes propos en Haïti. Il y a une chose qu'on ne peut pas reprendre, c'est ce qui sort de la bouche. Ça veut dire à quel sens que la parole, vraiment, c'est quelque chose de sacré. Donc, ma question est la suivante. Oui, la parole, la culture aussi, est en train de se perdre dans certains pays africains, aussi bien qu'en Haïti. On perd notre culture, on est beaucoup plus américanisé, ou bien on perd nos origines. Vous avez dit que vous essayez à travers l'IA de faire afin que la jeunesse ne puisse pas se perdre, que cette jeunesse puisse avoir toujours accès à la parole qui vient vraiment du village, pas de la ville. Mais est-ce que vous croyez vraiment que l'intelligence artificielle peut vraiment encadrer cette jeunesse vers ses vraies origines, à savoir ne pas vraiment perdre ce que vos grands-parents vous avez appris de façon naturelle? Je vous remercie. Obrigado, professeur Tiafsi. Merci pour cette question à mon endroit qui montre tout l'intérêt que vous portez à ma communication. Et cette question hautement philosophique, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle est un produit de l'esprit humain. Alors, j'aimerais
réfléchi avec vous en m'appropriant la pensée qui était écrite au fronton du temple de Delphes et que Socrate a repris. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Aujourd'hui, nous sommes appelés encore à nous approprier de cette réalité. Alors, certes, le conflit qu'on veut mettre en avant entre l'IA et l'esprit humain, je pense que c'est un conflit existentiel de reconnaissance de notre être en tant qu'être. Parce que si aujourd'hui, comme professeur Boaoul l'a si bien signifié, être, c'est être numérique. Mais être en étant numérique et en ayant conscience de la numérisation de ce monde, c'est aussi être en pensant notre essence propre et en sachant qui nous sommes. Alors, lorsque vous avez la pleine conscience de votre être, non pas en tant qu'étant, mais en tant qu'être, vous ne pouvez donc pas plonger dans une approche antagonique avec un produit de votre esprit. L'IA n'est qu'un produit de l'esprit humain. Alors, il n'y a donc pas d'antagonisme, il n'y a donc pas à avoir peur, parce que toute la psychose autour de l'intelligence artificielle, parfois, a des soubassements capitalistes. Alors, faudrait pas en avoir peur, mais l'utiliser comme un moyen. Et dès que j'ai la pleine mesure que l'intelligence artificielle est un moyen pour moi et ne définit pas mon être là dans ce monde, je peux donc en faire usage sans pour autant entrer en conflit avec mon être. Et c'est donc un appel à la conscience de soi qu'il faut avoir pour ne pas mettre ou élever au pinacle cette idée d'antagonisme entre l'homme et la machine. Je pense avoir répondu à votre question et j'espère bien. Je vous remercie pour cette question. Professeur Christian? Oui, je partage son inquiétude parce que là, il se demande si l'IA peut vraiment nous aider à encadrer cette parole si précieuse de notre patrimoine culturel afin de tenter de la pérenniser. J'ai la même inquiétude que lui parce que l'IA a la peau des caméléons et c'est ce qu'on constate. Elle évolue à une vitesse qui dépasse peut-être celle de la lumière aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes à une étape A, demain vous venez, l'IA est au B. Après demain, ainsi de suite. Mais une chose est sûre, parmi les mots, il faut choisir le moindre. Et je pense que en pareille circonstance, le moindre serait de convoquer l'IA à une approche, je dirais peut-être discursive, afin de pouvoir aider à sauvegarder ces éléments culturels capitaux. Et je ne sais pas ce qui va advenir quand on va réussir ces projets. Est-ce que cette parole sera dévoyée? Mais une chose est sûre, c'est que je suis conscient pleinement que l'IA ne pourra pas restituer à 100% l'authenticité et l'originalité de cette parole. Voyez-vous chez nous, en Baoulé, quand tu dis bla, ce mot prend son sens pas dans le son que je prononce, mais il y a aussi la tonalité et l'attitude qui va avec. Ma manière de dire bla peut signifier telle ou telle autre chose, ou encore la manière
d'accompagner une gestuelle au mot bla peut signifier autre chose. Voyez-vous? Mais est-ce que ça, l'IA pourra nous restituer ça? Je dis, bon, on ne dit jamais, jamais, mais pour l'heure, je n'ai pas la certitude que l'IA pourrait restituer l'authenticité de ce que je viens d'exprimer. Mais, au lieu que Kwadio Kan, le plus grand conteur de mon village, un Ojofoué patenté, érudit, part avec toute sa science dans la tombe, je pense que si l'IA peut nous aider à garder quelque chose de lui et à faire perpétuer, en sorte que nous, par notre intelligence, nous puissions redonner une dimension vivante à ce que Kwadio Kan nous a laissé, bon, ce serait bon à prendre. Sinon, je ne peux vraiment pas garantir que l'IA ne va pas dévoyer la parole tant précieuse qu'est la propriété du peuple Akan. Merci. Obrigado. Bonjour, mas eu sou Rufino Adriano de Moçambique, vou falar em português de forma sintética. Eu vejo que as abordagens que estamos a fazer, podemos falar de IA a diversas velocidades. E pensando nas abordagens dos dois professores, a pergunta que prevalece é a seguinte: se nós implementarmos IAs ou coleta de dados locais, qual é a garantia que nós temos que das nossas propostas universitárias vão resultar políticas públicas consequentes para que os nossos estados possam incorporar não só o pensamento universitário em geral, mas, sobretudo, o pensamento ligado à incorporação da inteligência artificial para um modelo de desenvolvimento dos nossos países. Obrigado. Alors, merci, mon cher Adriano. Cette question, je vais répondre par l'exemple de la Chine, puisque aujourd'hui, nous avons deux grands géants en intelligence artificielle, les Américains et les Chinois. Sinon, peut-être que les Chinois ont pris le dessus. Alors, partons du conflit entre Google et Huawei. C'est sur une approche de la gestion de certaines réalités que les Chinois sont entrés en conflit avec une certaine gestion des données par Google. Alors, ils en sont arrivés à créer leur propre modèle d'intelligence artificielle pour administrer leur masse de données. Et ça marche. Aujourd'hui, Huawei a viré Google et Android de ces plateformes. D'aucuns pensaient que ça allait faire chuter la productivité économique de Huawei, mais ce qui est tout le contraire. Cela voudrait dire qu'à un certain moment, lorsque les États ou certains États prennent conscience de la pleine mesure de l'administration au niveau local de leurs données, cela les incite donc à l'inventivité et à la création. Ça n'a pas été du tout facile les premières années pour Huawei. Mais aujourd'hui, Huawei a son propre système, sa propre intelligence artificielle,
Et les Chinois ne peuvent qu'en être fiers. Alors, c'est un modèle. Les autres États peuvent suivre. Cela n'empêche pas aujourd'hui que le système des Chinois n'est pas ouvert au monde. Bien sûr qu'on continue d'utiliser les Huawei en dehors de la Chine. Et vous voyez, il y a donc une synthèse, ou je vais dire une symbiose entre approche au niveau des politiques locales et au niveau de la politique internationale, aussi bien sur le plan capitaliste que sur le plan socio-économique et développemental de la société. Alors, c'est un très bon modèle, un très bel exemple, et si les autres États s'attellent à s'y mettre, cela pourra créer ce que moi j'appelle un rapport d'équilibre et un rapport aussi d'ouverture. Je pense et j'espère avoir répondu à votre question. Je vous remercie. Obrigado. Muito obrigado pelas apresentações e gostaria de falar em português para também a maioria que estão aqui, talvez que alguns não conhecem a África, porque o que vou dizer vai tocar um pouco a cultura africana. Primeiro, o primeiro orador, né? Em poucas palavras, África, concordo com ele, com as suas posições, porque a África sofre de cybercolonialismo. Então, a África está fechada em tecnologias e não tem tecnologias. É a síntese que nós podemos ter da fala dele. Então, os países africanos, de fato, a pergunta que se fez a última, é importante. São os países africanos que devem pegar a dianteira, devem investir as estruturas, porque não temos estruturas, mesmo há lugares que ainda a internet não chega. Então precisamos de que os países tomem a iniciativa, sem esperar que a salvação venha do Oriente ou do Ocidente. Então a África deve começar a engajar-se partindo do continente. São os políticos, os governos que devem arrancar novas políticas. Vou ao segundo orador. Ao primeiro só era para congratular e agradecer. O segundo orador, tenho as minhas reservas, sobretudo a questão da palavra africana. Está seguro mesmo que podemos perenizar ou perpetuar a tradição ou a palavra africana através da inteligência artificial? Eu tenho reservas. Por que isso? A pergunta do professor aqui foi mesmo sintomática. E dito e feito, somos da mesma área de filosofia política. E quero fundamentar, se me deram 2 minutos. O primeiro ponto é lendo René Girardi sobre o Logos. Heráclito parte da ideia que tudo é polemos, guerra. E o Logos heracliteu é um Logos polêmico, é um Logos de guerra, de conflitual. E dito e feito, Thomas Hobbes, partindo dessa perspectiva, diz que a palavra cria discórdias. É onde chegou o professor. Então, segundo a sua fala, já encontramos que a imagem que nos está a nos trazer é uma imagem de uma África harmônica, onde não há conflitos. E isso não é o que a realidade fenomênica nos mostra. Porque a transmutação, a translatação dessa visão cultural africana que nos trouxe na política torna-se criadora de conflitos, voltando a Heráclito, voltando a Thomas Hobbes. Então, eu tenho muitas reservas. Fundamento ainda que a palavra africana, como diz Jamatu Ampateba, é como dizia o professor Bao naquele dia. É uma palavra criadora, sim, já disseste. É uma palavra viva, com uma consciência coletiva viva. Então, é aí que a palavra que você chamou, o nome não me recordo no Akan, né? Mujanwo, o mensageiro, vamos lá chamar o mensageiro. Não é a palavra dele. Só que temos um problema político. É aqui onde quero desafiar a sua tese. Temos um problema político. Por quê?
é a questão de magistri dixit. O mais velho disse. É isso que está a levar que os nossos governos em África continuam a perpetuar seus mais velhos, mesmo a errar. Porque o mais velho disse. Porque essa ideia de ver a palavra africana de uma forma mecânica, como se não tivesse a dimensão estratégica, para usar o conceito de Habermas, mas sempre vendo ela na forma performativa, cria dificuldades. E outra observação que quero fazer sobre a palavra africana é só ler Eboisi Bulaga, sobre a questão da consciência viva do povo. Amadou Ampateba repete essa expressão aqui de consciência viva, porque a palavra, sim, é criadora, mas também tem a dimensão polêmica no contexto africano. Então, eu penso que o que nós devemos fazer é fazer dialogar as culturas africanas e a modernidade e procurar o processo da secularização das nossas culturas, porque há coisas que nas culturas africanas precisam ser purificadas. Obrigado. Ok, merci, chers collègues, pour votre intervention. Elle n'a toujours qu'objectif d'enrichir le débat et de tenter de donner de la lumière à certaines zones d'ombre qui n'ont pas pu. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup d'énergie, et ce que j'ai présenté ici n'est même pas le 1/10 du travail qui est en train d'être fait. Alors, je suis d'accord avec lui sur certains points, mais sur d'autres points, non. Parce que quand il parle de conscience vivante, je ne suis pas allé contre. Quand il parle de rapport de conflit entre Héraclite et Parménide, ou encore, je ne suis pas non plus contre. Quand à partir de Hegel, le bourgeon détruit la fleur pour donner vie, je ne suis pas non plus contre. Ce que je viens de dire là, nullement je n'ai dit que la parole chez le peuple lacan est exempte de conflit. Non, je n'ai jamais dit ça. Si vous connaissez l'histoire, parce qu'il y a Saint-Augustin dit, pour mieux apprécier les vitraux de la cathédrale, il faut les regarder de l'intérieur. Et justement, c'est parce que vous n'avez pas connaissance des éléments culturels de ce peuple lacan que vous peut-être abordez la question sur un autre angle, mais je voudrais vous signifier que il y a une figure emblématique de notre peuple qui est une dame, elle s'appelle Abla Poku, peut-être que vous l'avez déjà lu quelque part dans les contes. Alors c'est elle qui a conduit ce peuple, et ce peuple lacan a fortement été bousculé, déstructuré par des conflits. Et c'est à partir de ces conflits-là qu'il a fait de la parole le socle de la cohésion sociale, en s'appuyant sur des éléments culturels de notre patois difficile à transcrire. C'est pourquoi j'ai dit que c'est encore un travail préparatoire, des éléments culturels un peu difficiles à transcrire, mais on est en train de voir des spécialistes pour nous aider à cela. Et donc, dire qu'il n'y a pas de réserve à émettre par rapport, ou du moins en disant que la parole n'est que valorisante, n'est que créatrice. Non, j'ai dit quelque part qu'une parole versée, c'est plus possible de la ramasser. C'est comme pour dire que la parole peut à la fois construire mais détruire. C'est pourquoi chez nous, tout le monde n'a pas cette capacité de porter la parole du roi. Parce que ceux-là, on les appelle les Ojofwe. Quand un enfant se lève ou bien un jeune garçon prend la parole, qu'il insulte l'autre, sa force, son impact sur la société est beaucoup moindre que lorsque c'est le Ojofwe qui dit au nom du roi que telle chose est ci, telle chose est ça. Et quand vous parlez de gérontocratie, mais ne pensez pas que c'est tous les vieux qui sont intelligents.
ou encore tous les vieux qui sont sages. Non, pas du tout. Chez nous, il y a des Odjofoué qui ont à peine 15, 20, 25 ans. Des Odjofoué. Comme il y a des vieillards dont la blancheur des cheveux contraste avec leur intelligence, leur capacité à dire ce qui peut créer la cohésion. Donc, faire la translation entre le Odjofoué, qui est peut-être un gérontocrate dans la tradition Akan, avec nos réalités politiques actuelles, je pense que c'est fait un glissement facile. Il faut aller au-delà de ça et je pense que voilà ce que j'avais à dire. Mais merci por votre contribuição. Muito obrigado a nossos palestrantes, obrigado a nosso público, nossos tradutores que fizeram um trabalho corajoso hoje. Vamos fazer uma curta pausa para o almoço, nos encontrar aqui às 14 horas. A reflexão sobre a linguagem continua com palestras e teremos uma mesa redonda. Obrigado. Bon appétit.